Salut les chaussons, bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Habituellement, les smartphones chinois sont régis par une espèce de règle d'or qui fait que les smartphones milieu de gamme ou même entrée de gamme sont équipés d'un processeur quad-core et d'un écran 720p, et les smartphones chinois milieu/haut de gamme, eux, sont plutôt équipés d'un processeur octa-core et d'un écran 1080p. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. C'est quelque part logique. Un écran 1080p nécessite plus de puissance, donc autant en profiter pour mettre un gros processeur. C'est donc ce que font à peu près tous les smartphones chinois du marché. Tous, non, parce qu'il y a un irréductible qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Aujourd'hui, on va tester un smartphone qui est entrée de gamme, qui est équipé d'un petit quad-core de chez Mediatek, mais qui a fait le choix, malgré tout, de se doter d'un écran 1080p. Il s'agit du Cubo X15. Alors, est-ce que ce téléphone est une bonne idée ou est-ce que c'est un ratage? C'est ce qu'on va déterminer dans le test tout de suite. C'est parti! Bien, alors avant d'entamer l'unboxing de ce téléphone, je dois présenter mes excuses aux partenaires pour le délai énorme qui s'est écoulé entre le moment où je l'ai reçu et le test d'aujourd'hui. Il doit s'être écoulé 5 voire 6 mois. En fait, c'est entièrement de ma faute, hein. J'ai fait tomber le téléphone derrière le meuble sur lequel je stocke les objets qui sont en attente de test, et je ne l'ai pas remarqué. Donc il est resté coincé derrière le meuble, et puis j'ai continué à tester d'autres objets pendant ce temps-là, sans m'apercevoir qu'il manquait celui-là. Voilà, donc c'est de ma faute, excusez-moi. Mais comme l'objet est toujours en vente sur le site, voilà, je vous fais votre test quand même, avec quelques mois de retard. Ça reste un bon téléphone, hein, malgré le fait qu'il est sorti il y a déjà plusieurs mois. Ça reste un excellent smartphone, sinon j'aurais tout simplement zappé le test. Mais je pense que c'est un téléphone qui est intéressant de par ce choix un peu audacieux de mettre un 1080p sur un quad-core, donc j'avais vraiment envie de vous le montrer. Donc la boîte, on est sur un emballage qui est un peu cuivré, entre le doré et le bronze, avec le logo Cubo en caractère un peu holographique, vous voyez, qui change de couleur selon l'orientation à la lumière. Et puis il y a les étiquettes qui ont été collées par-dessus comme ça, pour les mentions légales IMEI et compagnie, et pour la brève fiche technique. Donc j'ai le modèle Gold, je sais pas s'il existe dans d'autres couleurs, parce qu'apparemment il n'y a que Gold de marqué, je crois qu'il existe dans d'autres couleurs. Hein. Donc c'est un 5,5 pouces Full HD, hein, c'est ce que je vous disais, mais sur un Mediatek 6735, donc un petit quad-core à 1,3 GHz. On est sur Android OS, mais ils nous disent pas quelle version, c'est dommage, je crois que c'est du 5.1, on va vérifier ça tout de suite. On est sur un appareil qui est quad-core, 2 Go de RAM et 16 Go de stockage, donc ça c'est typique d'un smartphone entrée de gamme slash milieu de gamme chinois. On peut mettre des cartes SD jusqu'à 32 Go, mais je crois que j'ai essayé une de 64 et ça marchait aussi. L'appareil photo arrière fait 16 mégapixels et le frontal en fait 8, donc c'est quand même une fiche technique plutôt honorable. Voilà, donc Cubo.net, c'est un téléphone fabriqué en Chine à Shenzhen, évidemment. Et voilà, Unique Design by Cubot, cela semble vouloir dire que ce téléphone n'a pas copié son design sur un autre flagship, ça c'est plutôt bien. Voilà, donc très chouette emballage, assez élégant, même si la première fois que je l'ai vu, vous savez à quoi ça m'a fait penser ce truc-là? Ça m'a fait penser à ça. Voilà, vous savez ces petits bouillons qu'on met dans l'eau pour parfumer le riz, les pâtes, etc. Et d'ailleurs, Cubor, Cubo, Cubor, Cubo. Vous avez compris? Ouais, bon, d'accord, je voulais juste faire ma blague de merde. Bien, alors, on démoule, comme d'habitude, hein, en faisant coulisser le haut de la boîte. Tac, on tombe tout de suite sur le téléphone, qui donne tout de suite une impression de maîtrise, j'ai envie de dire, parce que c'est grand, mais c'est pas trop lourd. On sent une rigidité, une solidité tout de suite dès qu'on le tient en main. Apparemment, c'est un téléphone qui a une coque unibody, donc on va voir ça quand on va le déballer. En tout cas, il est soigneusement emballé dans du plastique qui le recouvre sur les côtés, sur la tranche inférieure. Et en plus, le téléphone est déjà clipsé dans une... je sais pas si le caméscope voulait bien faire le point. Voilà, vous voyez, on voit qu'en fait, le téléphone est déjà clipsé dans une coque en plastique translucide qui est donc fournie avec l'appareil. Et ça fait toujours plaisir. Donc en plus, c'est vrai que c'est pas idiot de le mettre dans la coque pendant le transport. Comme ça, il est protégé pendant le transport aussi. On va y revenir dans un instant. Téléphone. Donc en dessous, on a une cale qui est en plastique. C'est assez rare pour être souligné. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un certain soin qui a été porté à l'emballage de ce téléphone.
Ça c'est bien. En dessous, on peut voir, c'est un carton qui se défait, donc je vais pouvoir vous le montrer comme ça. Comment on met les cartes SIM et la carte micro SD dans l'appareil. Donc vous voyez que cette fois-ci, la SIM 2 se remplace avec la micro SD. Vous pouvez pas mettre les deux à la fois. Donc si vous avez besoin d'un smartphone dual SIM, il faudra vous contenter des 16 Go de mémoire interne. Comment on charge le téléphone? Voilà, en branchant le câble en dessous. Bon, ça peut sembler évident, mais il vous le répète quand même. De l'autre côté, on a un blueprint avec les différents organes du téléphone. Rien d'extraordinaire. Un petit Quick Start Guide qui évoque les fonctions principales, les mails, les alarmes, etc. C'est traduit en français, donc on va lire un paragraphe. Vite fait, grâce à cette application, vous pourrez lire, composer et envoyer des emails. Et fonctionne avec la plupart des fournisseurs d'adresses email. Il manque un mot là. Et cela fonctionne... Ouais, bon, pas très grave, c'est compréhensible. Votre téléphone Cubo supporte l'utilisation de plusieurs adresses simultanément pour ne rater aucun email. Bon, allez, on va dire... ouais, 7 sur 10 la traduction, c'est pas mal. On a le petit outil de SIM fourni, voilà, exactement le même style d'outils que ceux qu'on trouve avec les smartphones de chez Apple. On a un protège-écran, alors je sais pas si c'est un protège-écran supplémentaire, parce que j'ai pas vu s'il y en avait déjà un installé sur le téléphone ou si c'est le seul qui est fourni. On verra. En tout cas, il est fourni, lui, avec une petite chiffonnette, c'est bien. Et on a encore deux compartiments dans le fond de la boîte. Dans le premier, vous vous en doutez, on trouve l'adaptateur secteur, qui est dans un petit sachet, que je vais dépioter tout de suite. Voilà. Voilà, donc on tombe sur un chargeur qui est emballé dans du plastique encore. En tout cas, tout ça est très soigneusement emballé. Hein. Je trouve pas le début. Ça, c'est le syndrome du rouleau de scotch. On trouve pas le début du truc. Au bout d'un moment, on en a marre et on finit par tout... Ah, ça y est. Voilà. Bah, un chouette chargeur. Hein. Par contre, il sort que 1 ampère. C'est un petit peu décevant hein, sur un... Vous voyez, c'est marqué là, 1 ampère, là où il y a mon doigt. C'est un peu décevant quand même sur un téléphone 5,5 pouces, parce que la charge de la batterie risque d'être un peu longue. Mais au moins, c'est une prise française classique, et ça fonctionnera avec les prises de terre aussi. Voilà, donc chargeur logoté qui a l'air d'être de qualité plutôt correcte. Et dans l'autre compartiment, vous vous en doutez, on a le câble de recharge micro USB et de synchro. Donc au niveau des accessoires, excepté le fait qu'on a une coque et un film écran, il n'y a pas par exemple de kit main libre ou de choses comme ça. Donc c'est moyen, on va dire. Voilà, de toute façon c'est un téléphone moyen de gamme, hein, a priori. Donc ici on a le câble qui est de belle qualité, lui qui est très chouette. Il n'est pas logoté, mais ils ont mis une petite étiquette Cubo là, ici. Bon, allez, on va dire pourquoi pas. Bon, bah maintenant on va passer tout de suite au téléphone. Hein. Allez, c'est parti. Voilà, donc on va tout de suite procéder au dépiotage en règle de ce Cubo X15. Donc j'imagine qu'il faut décoller là sur les côtés. En tout cas, c'est très bien fait, hein, c'est très soigneux. Coller là en dessous aussi. Voilà. Tac, et voilà. Hop là. Ouais, c'est chouette. Hein. Ouais, en plus, c'est un truc assez épais qui le protège. C'est pas juste un petit plastique de merde. Donc le genre de truc qui se froisse et tout, non, là c'est assez beau. Regardez, le caméscope en perd le focus tellement il est impressionné. Alors il y a déjà un film écran préinstallé, voilà, je le vois tout de suite en regardant notamment aux alentours du capteur de proximité. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais le défaire de la coque. Alors c'est une coque semi-rigide, hein, vous voyez, en plastique dur, dépoli avec un petit effet de flou, c'est pas mal. C'est élégant, c'est chouette. Ça fait toujours plaisir d'avoir une petite coque de protection. C'est vrai que ces smartphones sont quand même fragiles, hein, après tout. Donc on n'est pas sur une coque unibody, hein, comme je vous disais. Clairement, l'arrière du téléphone est en plastique, avec une teinte métallisée qui est bien faite, hein. Mais c'est du plastique. Voilà. Alors pourquoi du coup est-ce qu'on peut pas défaire le capot arrière? Je sais pas, c'est un choix étrange de la part de Cubo, mais c'est bon, voilà, c'est un choix délibéré de toute évidence. Donc le capteur photo de 16 mégapixels avec sa LED flash, il n'y a pas de capteur d'empreinte sur ce modèle apparemment. Donc le petit logo Cubo en surbrillance qui est très joli, les petits logos ROHS, conformité européenne et patati et patata. On dirait qu'il y a un tampon de quality check ici qui a été directement apposé sur le téléphone. C'est bizarre, pourquoi avoir fait ça?
Pourquoi ne pas avoir tout simplement tamponné le plastique ou la coque ou bon, le téléphone, soit. J'imagine qu'avec un bon coup de produit à vitre, ça partira, mais c'est bizarre. Donc du coup, comme c'est un téléphone unibody, eh ben, il faut retirer les... Enfin, unibody, dont l'arrière ne s'ouvre pas, bah, il faut retirer les petits tiroirs SIM ici pour accéder aux emplacements pour la carte et tout ça. Dans un instant, je vais faire une tentative. On a la prise jack sur le dessus. Sur le dessous, on a la prise de recharge micro USB qui est bien centrée au milieu du téléphone et qui est dans le bon sens. Donc vous pourrez recharger ce téléphone dans un socle de recharge si vous en possédez un. Ici, on peut voir des petites vis. Ils ont repris les mêmes vis que Apple, là, en forme d'étoile. Pourquoi faire ça? Je vois pas bien l'intérêt. Vous êtes des smartphones chinois, les mecs. Vous vous en foutez que les gens s'amusent à vous démonter. Arrêtez ce genre de conneries, ça sert à rien. Laissez donc ça à Apple. Donc ici, on a le fameux capteur de 8 mégapixels à l'avant, la grille du haut-parleur et donc le capteur de luminosité et de proximité. Rien sur le dessous, mais si vous regardez très attentivement, vous pouvez voir qu'il y a les boutons menu, accueil et retour qui sont en fait tactiles, mais qui sont dans la zone noire sous l'écran. Je ne sais pas s'ils sont rétroéclairés, j'ai pas encore testé, donc on va voir quand on va allumer le téléphone ce qui va se passer. Avant d'allumer le téléphone, on va quand même essayer de mettre la SIM. Non, alors je vais pas mettre de SIM, pardon. Je vais mettre une micro SD. A priori, ça se met comme ça. Ça a l'air d'être ça, hein. Ça rentre pile poil. Donc à mon avis, c'est comme ça que ça se met. Bon, ben on va voir, hein. On va le mettre dans le tiroir SIM, puis on va voir quand on va booter le téléphone, si ça fonctionne. Bien voilà, donc avant de lancer le benchmark, hein, je vous montre rapidement, on est bien sur le modèle X15 de Cubo, c'est de l'Android 5.1, hein, il fallait s'en douter. Donc le processeur c'est le 6735 de chez, Mediatek, et cadencé à 1,3 GHz, c'est un quad-core, avec un Mali T720, et donc on a 2 Go de RAM d'exécution, ce qui est quand même, ma foi, plutôt correct. La batterie, il me met pas le nombre de milliampères, mais je ferai un benchmark batterie, simplement je le ferai hors caméra parce que ça prend plusieurs heures à faire, donc je peux pas vous le faire là en direct, bien évidemment. Donc on va lancer le benchmark et voir les résultats. Voilà, donc on tombe sur des résultats qui sont cohérents avec le quad-core de chez Mediatek en 64 bits, hein, des résultats tout à fait honorables, un peu plus de 600 en simple cœur et un peu moins de 1800 en multicœur. Pour passer de 100% à 0% avec la luminosité à 75% et en usage mixte, donc, hein, c'est-à-dire grosso modo le processeur qui tourne entre 25 et 50% de sa capacité maximale, donc ça va vouloir dire surf, regarder des films, jouer à quelques jeux, etc. On tient quand même 6 heures 48 minutes et 20 secondes en screen on. Donc c'est quand même correct. On a l'avantage sur ces smartphones 5,5 pouces d'avoir beaucoup de place pour mettre des batteries plus grandes et ça se ressent à l'usage. Bon, c'est pas un score phénoménal non plus, vous verrez que sur les prochains smartphones qu'on va tester, on aura des meilleurs scores que ça, mais ça reste quand même plus qu'honorable pour un téléphone comme ça, entrée de gamme. Bien, alors voyons la vitesse de la puce GPS. En général, c'est assez rapide chez Mediatek. Boum, voilà. Pfff, même pas 5 secondes et on a déjà un fixe 3D avec une précision redoutable puisqu'on est déjà à moins de 15 pieds de précision. Un peu moins d'enthousiasme concernant le capteur de boussole puisqu'il n'est pas présent. Pas de magnétomètre dans ce téléphone. Donc vous ne pourrez pas vous servir du GPS en mode piéton avec une très grande précision. Il faudra se contenter du mode voiture. Un petit peu dommage, comme toujours. Voilà, donc ce bel et grand écran 1080p est malgré tout très bien exploitable, hein, en dépit des petites performances de benchmark. Notamment pour lire des BD, évidemment, c'est un réel plaisir. Et j'ai été agréablement surpris de voir que l'interface restait fluide, vous voyez, quand on passe d'une page à l'autre. Bien voilà, alors on va attaquer les jeux, mais avant de me lancer là-dedans, une petite parenthèse importante, hein, les boutons dans le bas de l'écran ne sont pas rétroéclairés, et ça je trouve ça un peu ballot de la part de Cubo, parce que déjà qu'on les voit à peine, franchement, et en plus ils sont pas éclairés, donc à moins d'être un habitué d'Android, ça pourrait poser aux débutants des petits problèmes, le fait de pas voir les boutons, hein.
Ok, donc évidemment, l'épreuve du feu pour ce téléphone, ça va être les jeux. Puisque on a un écran Full HD, mais un GPU assez modeste, hein, Mali T720. Donc, on va commencer avec un petit jeu en 2D tout simple. Hein, celui-ci, je sais plus comment il s'appelle. Where's My Perry, je crois, où il faut amener l'eau dans le tuyau qui se trouve en bas en passant par des nains de jardin. Oui, ce sont des drogués qui ont dû faire ce jeu, j'imagine. Voilà, donc, ok. A priori, c'est plutôt fluide. Pas de problème de framerate à déplorer. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool déjà. Allez, on va jouer à un jeu un petit peu plus demandeur. Monster Shooter. Ah là, c'est sûr que l'écran Full HD, c'est sympa, hein, parce que ça fourmille de détails. Je vais essayer de me rapprocher un peu plus. Mais ouais, c'est beau, c'est net, c'est vraiment... Puis c'est coloré, hein, il a des belles couleurs cet écran. Hein. Voilà, donc sur les jeux un petit peu plus demandeurs comme Oddworld Stranger Wrath, hein, on conserve une bonne fluidité, mais au prix d'une perte évidemment de qualité graphique assez importante. Puisque si je m'approche du personnage, on peut voir de l'aliasing. Vous voyez, c'est visible par exemple au niveau de son chapeau. On voit bien qu'il y a des effets d'escalier, même les contours du personnage sont pas très nets. Et puis le sol, vous voyez qu'il est assez flou, qu'il manque de détails. Tout ça, c'est dû au fait que évidemment, on est sur du Full HD, mais avec un processeur qui a du mal à suivre. Si je mets les paramètres encore plus haut, parce que là, vous pouvez voir que voilà, c'est assez faible, notamment la résolution. Alors je vais mettre plus fort. On va tout mettre à fond, voilà. Là, ça risque d'avoir un framerate particulièrement bas. Ouais, vous voyez, c'est flagrant là. Hein. L'écran Full HD est un handicap pour les jeux très demandeurs et nécessitera forcément que vous fassiez l'impasse sur justement la HD en baissant la résolution du jeu pour qu'il soit fluide. Voilà. Voilà, ultime test, et là je m'attends vraiment pas à des miracles, c'est toujours PPSSPP et Tomb Raider Anniversary. Là j'ai quand même été sympa, j'ai clairement diminué les graphismes, ça se voit notamment si vous regardez Lara, elle est toute pixelisée parce que j'ai désactivé l'anti-aliasing, on voit bien aussi là les éléments du décor, c'est carrément... la foire aux escaliers, mais est-ce que ça va être fluide malgré tout? Ouais, et bien évidemment, même en baissant considérablement les graphismes, c'est lent. Alors que pourtant, là, j'ai vraiment clairement mis des options de graphisme très basses. Donc, c'est là qu'on voit les limites de cette... alchimie un petit peu particulière. L'écran Full HD plus le Mali T720 qui est pas à la hauteur, ça fait ramer tout ce qui est vraiment très demandeur en termes de puissance de calcul. Bien, alors il est temps d'amener une conclusion sur ce produit et de lui donner une note. Donc, ce produit, son concept, c'est l'écran le plus beau possible dans un téléphone le moins cher possible, donc avec des performances qui vont pas être ravageuse, avec une autonomie qui va pas être extraordinaire, mais toujours en conservant néanmoins un minimum, j'ai envie de dire un petit peu le minimum syndical. Ce téléphone, c'est un peu le téléphone du presque. Par exemple, c'est presque premium. On a de l'aluminium sur la bordure, mais l'arrière, il est en plastique, donc c'est presque premium. C'est presque un smartphone moyen de gamme. On a un très très bel écran 1080p, mais on n'a pas la puce graphique derrière qui permettra de lancer les jeux en 1080p. Mais voilà, après, c'était un choix délibéré de la part de Cubo de faire un téléphone comme ça. C'était le concept. Proposer le meilleur affichage possible pour les gens qui veulent surfer sur le web, lire de la bande dessinée, regarder leurs photos de vacances, se mater des films en HD, tout ça sur un très très bel écran, mais sans avoir une puissance démesurée pour le jeu, parce que tout simplement, il y a des gens ici-bas, ça vous étonne peut-être, vous qui regardez cette vidéo, mais il y a des gens qui s'en foutent du jeu vidéo et qui veulent juste un téléphone avec un bel écran confortable pour tout le reste, et pas pour le jeu. Et c'est exactement ce que propose ce téléphone. Donc c'est un concept assumé par Cubo, hein. Ils ont choisi de mettre un quad-core modeste sur du Full HD. Voilà, donc pour les usages multimédia standard, ça fonctionne très bien. Faudra juste faire une croix sur les jeux vidéo performants, ou alors vous pourrez quand même y jouer, mais au
pris soit d'un framerate dégueulasse, soit d'une image pas vraiment super propre. Voilà, donc c'est un concept assumé, c'est un concept réussi. Bon, je peux pas lui mettre 5 parce que il coûte quand même dans les 100 € et il rame un petit peu pour les jeux vidéo, donc c'est quand même un petit peu dommage. Mais comme il fait tout le reste très bien, il fait des belles photos et l'affichage est vraiment magnifique, je pense quand même que ce téléphone mérite la note de 4 sur 5. Voilà, c'est un concept, du Full HD sur une config modeste, c'est un concept assumé qui fonctionne pour les usages modestes. Donc voilà, le contrat est rempli, et donc la note est méritée. Et bien voilà, c'était le test du Cubo X15, un smartphone qui, en dépit de son petit quad-core et de son gros 1080p, s'en sort, ma foi, plutôt pas si mal. Alors évidemment, sur certaines applis les plus demandeuses, comme bien sûr les jeux, c'est là qu'on ressent le plus le fait qu'on est sur un processeur qui n'est pas forcément très bien adapté à la résolution d'écran. Mais globalement, si vous limitez par exemple votre usage au surf, et que vous avez envie d'un bel écran, mais sans vous ruiner et sans avoir une puissance démesurée à côté, ça peut être un choix intéressant. Voilà, en tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!